Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Une info où on va présenter des reportages et je suis en compagnie de Marie-André Dupéré. Ça va bien, toi? Bonjour, oui, toi aussi. Là, tu prends tes aises, un reporter qui se promène sur le terrain, qui s'occupe de nos médias sociaux, tu fais plein de choses. Marie-André, tu as été récemment à la relance. La conférence de presse, est-ce qu'elle était à la relance ou... Elle était au manoir Bécancour. OK. Très beau manoir. Oui, parce que toi, tu demeures à Sainte-Monique. Hein? Exact. On pourrait dire, notre place naturelle, c'est plus Nicolet, hein, qui est plus grosse un peu. Ouais. Mais tu connaissais peut-être un peu moins le secteur de Bécancour. Mais c'est bucolique, ce secteur-là. La rivière, le petit pont, le manoir. Le petit pont, c'est vrai. Oui, c'est beau. Hein, c'est là que je me promenais presque tous les dimanches avec mes enfants en auto. Mais tu sais, j'arrêtais pas. Je voyais des places, mais j'étais pas arrêtée encore là. Je rentre dans les places. Oui. C'est le fun. Puis là, tu as assisté à une conférence de presse. Oui. On a annoncé quoi là-bas? En fait, un nouveau programme d'aide aux dépendances en entreprise avec Bianca Desfossés, le député Donald Martel, mais surtout Annie Gauthier, la directrice de la relance. On regarde ça à l'instant. L'équipe de la relance Nicolet Bécancour est fière de procéder au lancement officiel de son programme d'aide aux dépendances en entreprise. On en parle avec Annie Gauthier, responsable à la relance Nicolet Bécancour. Oui, bien en fait, aujourd'hui, c'était le lancement officiel de notre programme d'aide aux dépendances en entreprise. Donc, un programme qui existe déjà depuis un petit moment, mais qui avait besoin de financement pour être capable de l'actualiser de façon optimale. Donc, on a eu un financement intéressant là, qui vient du programme d'usage en dépendance substance, en tout cas le POD, ce qu'on appelle, qui est un financement qui vient du fédéral, mais qui est géré par le provincial. Donc, on a eu cette grande nouvelle-là il y a un petit moment, ce qui nous a permis de rendre le programme optimal, de là aujourd'hui, de faire le lancement officiel pour que les entreprises en entendent davantage parler. Donc, ce qu'on souhaite, c'est le déployer dans les entreprises usines de la Mauricie, centre du Québec, et aussi de former d'autres organismes communautaires au Québec qui pourraient l'acquérir, des organismes en prévention notamment, qui pourraient l'acquérir pour pouvoir l'offrir dans leur région aux entreprises de leur région. Donc voilà, donc le programme d'aide aux dépendances, c'est un peu comme un filet de sécurité supplémentaire à l'entreprise. Ce n'est pas un PAE, c'est un complément d'un PAE. Et s'il n'y a pas de PAE, c'est possible aussi d'avoir le PAN chez eux. Donc, c'est un programme qui est vraiment de la prévention en entreprise, de l'intervention, de la formation, travailler avec les gestionnaires d'entreprise pour avoir des réflexes peut-être plus soutenants ou être plus outillés pour gérer une problématique de dépendance, puis en même temps, d'offrir le service aux travailleurs aussi et à leur famille. Donc, des fois, c'est la conjointe, le conjoint qui a une problématique, mais le travailleur, il est préoccupé, il ne sait pas comment gérer ça, c'est difficile, ça a de l'impact dans la vie, dans le quotidien. Donc, le programme va être aussi offert à la famille. Donc, ça peut être de l'accompagnement individuel, on va évaluer ces gens-là, on va travailler avec eux la réduction de la consommation. Des fois, ça va être l'arrêt qui va être l'option, fait qu'on va les accompagner vers un centre de traitement, puis on va être là aussi à la sortie pour aider la réintégration au travail, pour maintenir les acquis faits en thérapie aussi, parce que c'est une chose en thérapie, entre quatre murs, on arrête, ça va bien, on est bien entouré, mais quand on retourne dans notre quotidien, comment on fait pour maintenir ça en place? Donc, nous, on est là pendant ce parcours-là avec les gens. Puis parallèlement à ça, d'offrir du soutien aux gestionnaires aussi là, par des ateliers formation kiosques, etc. Donc, voilà, en gros, c'est ça. C'est un travail de longue haleine qui est quasiment une vocation, finalement. Oui, bien en fait, la prévention, ça fait partie de notre ADN à la relance. On a une équipe solide là, pour pouvoir mettre ça en place, des gens qui ont à cœur le bien-être de tous, là, autant les tout-petits, parce qu'on commence quand même en 4e année du primaire, là, c'est un autre programme, mais on commence quand même très tôt à faire de la prévention des dépendances, donc ça fait partie vraiment des réflexes chez nous. Donc oui, c'est un long travail, mais on a des passionnés à la relance pour mettre ça en place. Ça demande énormément de ressources financières et humaines également? Oui, absolument. Comme là, le financement qu'on a, c'est un financement de près de 500 000 pour 4 ans, ce qui nous permet d'avoir une équipe de 4 personnes, pas tous à temps plein, là, parce qu'il y a d'autres projets aussi à la relance là, que ces employés-là vont partager, mais d'avoir des gens. Ce qu'on veut,
en priorité, c'est qu'il n'y ait pas de liste d'attente. On veut que quand les gens sont prêts à aller en démarche ou quand l'entreprise nous contacte, être disponible dans l'immédiat. Donc, en mettant ces effectifs-là en place avec ce financement-là, ça nous permet de le faire. Donc, historiquement, le PAD était vendu dans les entreprises. Là, ça nous permet de le vendre à faible coût, même de donner les ateliers, les formations de façon gratuite. Et le service là, d'heures régulières et d'accompagnement, on l'offre là, vraiment à tarif très, très réduit là, pendant 2 ans pour aider les gens à starter ça, là, à mettre ça en place dans leur entreprise. Même chose, on va le vendre au groupe communautaire au Québec, mais vraiment à faible coût parce qu'historiquement, on le vendait plus cher. Là, mais là, le financement nous permet cette opportunité-là, donc c'est un grand privilège. Pour les employeurs qui voudraient utiliser le programme, comment ça fonctionne? Bien, ils nous appellent tout simplement ou ils viennent sur le site de La Relance, www.larelance.net, où ils appellent directement La Relance, puis on va prendre le temps parce que c'est un programme clé en main, mais très, très adaptable parce que chaque entreprise a des réalités différentes. Est-ce qu'il y a un syndicat? Est-ce qu'il y a un comité de santé et sécurité? Est-ce qu'on est dans l'urgence d'agir ou on est juste à vouloir mettre une base? Tout ça va permettre d'adapter le programme. Donc, ça prend vraiment des bonnes discussions, des rencontres, des échanges avant d'en arriver avec la formule complète. Mais n'importe quelle entreprise dans la Mauricie du Québec qui aurait des enjeux et qui a besoin d'aide rapidement, on va être là pour les supporter, là, ça c'est sûr. Puis bon, à différents degrés, on va pouvoir adapter le programme. Aujourd'hui, notre membre, la Relance Nicolas Bécancourt, déploie nationalement le programme, en fait, qui va être aux entreprises pour tout ce qui est la prévention au niveau de la dépendance et l'usage de substances. Donc, c'est vraiment, en fait, un projet que ça fait 10 ans, en fait, qui est dans la région, mais là, c'est vraiment déployé, en fait, et acheté par des organismes au Québec pour qu'ils puissent, en fait, couvrir les entreprises, en fait, qui désirent avoir ce programme d'aide-là aux employés, donc le PAD pour les dépendances et usages de substances au Québec, donc que ce soit national. Donc, on vient ici pour reconnaître l'expertise et la force de notre membre à développer des partenariats justement avec les entreprises dans la région et maintenant développer aussi des partenariats avec d'autres organismes communautaires au Québec pour déployer ce programme-là qui est le PAD. Pourquoi ça vous tient à cœur un tel projet? Parce que la Relance, ça fait quand même 10 ans qu'ils sont membres à la QCD et qui ont une forte expertise, donc une grande force au niveau justement de la dépendance, usage de substances, donc tout ce qui est la prévention des dépendances. Donc on est ici pour les soutenir parce qu'on croit fortement à leur expertise. Qu'est-ce qu'on fait à la QCD? On représente 135 organismes communautaires en dépendance et usage de substances au Québec. Donc on parle des groupes en prévention, traitement et réduction des méfaits. Donc, en fait, au quotidien, on est là pour répondre aux besoins, aux enjeux, représenter, mobiliser, soutenir nos membres justement dans les enjeux qu'ils vivent, le déploiement de nouveaux services également, donc les aider à aller chercher plus de financement, des financements comme celui qui est descendu aujourd'hui pour mettre des programmes et des services en place pour répondre aux besoins des citoyens et des citoyennes de la population québécoise, en fait. Donc, on est vraiment pour soutenir nos groupes, les mobiliser, les représenter et aussi offrir du réseautage, de la concertation entre les membres pour s'aider justement et s'influencer pour innover dans les services qui sont offerts en dépendance et usage de substances au Québec. Ça a demandé, j'imagine, énormément de travail, ces dossiers-là. Exactement, mais ça vaut la peine. Puis on le fait avec notre cœur parce que les organismes travaillent avec leur cœur, le font avec passion et dévouement. Je pense qu'en travaillant avec notre cœur, ça fait des beaux programmes comme celui qu'on assiste aujourd'hui. Et on espère que c'est pas la dernière fois que le financement PODS, de programme sur l'usage des dépendances, qui va continuer à descendre justement pour aider nos membres à déployer les services, pour répondre aux besoins. Parce que je tiens à mentionner, c'est un besoin qui est présent. Aujourd'hui, on assiste justement à ce grandeur de projet-là. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on continue de financer nos groupes pour réaliser des beaux projets comme celui d'aujourd'hui. La Relance de Nicolas, moi, j'ai connu cette organisation-là, ça fait peut-être presque 30 ans. Il était là pour surtout aider les jeunes qui avaient des problèmes de dépendance. Et graduellement, ils ont offert de leurs services dans des entreprises. Et les entreprises, il y avait des ressources pour les transférer si des employés avaient des problèmes. Donc, le modèle a été tellement efficace que le milieu s'est servi d'eux pour en faire un exemple. Donc, le modèle va être exporté au niveau de la région et ensuite de ça, on veut s'inspirer de ça pour tout le Québec. Donc, pour moi, c'est une très, très grande fierté. Quand je pense à Annie Gauthier qui est là depuis très longtemps, on a développé une belle expertise. Et ce que je mentionnais, c'est qu'il faut faire attention à nos ressources. C'est des humains.
ils peuvent passer des bouts difficiles. Donc, si comme employeur, on a un outil pour les aider à passer des épreuves difficiles, bien, c'est bon pour l'humain, c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour le milieu. Donc, c'est plein de vertus. Et à quel niveau est votre implication dans ce projet? Bien là, aujourd'hui, le gouvernement, il donne un aide, mais c'est vraiment pas à cet égard-là. C'est comme député, je viens appuyer un organisme de la région qui devient une inspiration pour tout le Québec et on va créer beaucoup d'emplois dans le parc industriel, dans la région. Donc, c'est important qu'on donne des signaux à des employeurs potentiels, qu'on a des ressources ici pour les aider dans leur gestion du personnel. Et c'était pas la même journée, mais d'une certaine façon, tu as continué ton chemin. Tu as longé la rivière, mais là, tu as été vers Gentilly. Tu étais au complexe équestre. Évidemment, là, on présente un reportage l'événement a eu lieu. C'était un reportage qui annonçait l'événement, mais je trouvais ça pertinent quand même de le présenter aux gens. On l'a diffusé sur les médias sociaux, mais je trouvais ça intéressant de le présenter. Tu étais au complexe équestre, il y avait une conférence de presse. T'avais-tu déjà été au complexe équestre? Ouais? J'étais allée une fois manger, oui, j'étais curieuse, c'est gros, puis c'est une institution là, dans le milieu. Ben oui. Non, plusieurs millions d'investissements, des milliers de visiteurs. Puis des fois, on est, comme on dit, on n'est pas prophète en son pays. Des fois, on reste proche de là, puis on n'y va pas. Mais sachez qu'on peut y aller. Hein? Oui. On peut y aller, c'est ouvert au public, ce beau complexe-là. T'es-tu une amateur, une amatrice de sport équestre? Bien, pas particulièrement, mais j'adore ça, dans le sens que là, je vais découvrir ça, je pense, sachant que c'est à nos portes, là, vraiment, c'est un beau sport. Puis la conférence de presse, en plus, c'était intéressant parce que on parlait à quel point il y avait des visiteurs et des visiteurs qui étaient venus cet été. Et là, pour dans le fond, le rodéo qui a eu du lieu déjà, c'était une première en Amérique du Nord, donc il amène des nouveautés, ça fait différent sur le territoire. Là, fait que oui, c'est un nouvel intérêt. Puis on peut penser, bien évidemment, la compétition est à l'intérieur, parce que oui, c'est immense à l'extérieur, mais il y a des compétitions à l'intérieur, puis il y a des activités à l'année. Bien, on regarde ton reportage, Marie-André Dupéré, à l'instant. Le complexe équestre de Bécancour a connu un été des plus fantastiques. On en parle avec son directeur Christian Etier qui nous parle également d'une prochaine activité à venir. Un bilan très, très positif, une année exceptionnelle. En fait, cette année, on qualifie l'année, je suis redondant, d'exceptionnelle, 7 000 participants de plus. L'an dernier, on tournait autour de 29 000, 30 000. Cette année, on est en 37 500 personnes. Alors pour nous, c'est magnifique. En fait, l'activité, la grosse activité, c'est un rodéo de taureaux sauvages et de chevaux sauvages. Compétition provinciale, donc on s'attend à avoir énormément de monde, autour de 1300 personnes. Et on a un invité spécial, Manu Latasse. Manu Latasse, c'est un Français d'origine qui fait ce qu'on appelle du bull jumper. Donc, il saute par-dessus les taureaux. Il vient de faire une tournée en Amérique du Nord, donc de San Francisco. Et il sera avec nous le 2 novembre. Évidemment, c'est à voir. Spectacle époustouflant, s'il y en a un. Donc, les billets sont en vente présentement en ligne sur complexeéquestre.com ou dans les quincailleries Home Hardware de Gentilly et de Saint-Grégoire. Et en attendant, le complexe équestre est toujours ouvert au public avec un restaurant, je crois? Tout à fait. En fait, on a sur le site 2 restaurants. Durant l'été, on a une cantine qu'on appelle Bouffe de rue, mais on a un petit bistrot, Café Equestria, qui est ouvert toute l'année, et évidemment le Pur Sang Steakhouse. Je produis des rodéos partout au Québec et on a un circuit de Bullmania, c'est unique au Québec, c'est le premier circuit de monde de taureaux, dans le fond, au Québec. Là, on est rendu à notre grande finale ici à Bécancour parce qu'on peut voir que les installations sont vraiment là, modernes et c'est vraiment parfait. Donc, c'est notre grande finale. Là, cette année, on voulait, pour la grande finale, mettre un peu plus de flafla, si vous voulez. Donc, on a introduit la montre de chevaux avec et sans selle. Donc, c'est une nouveauté là, dans nos spectacles là, de Bullmania, la montre de chevaux sauvages avec et sans selle. On a d'excellents cowboys, d'excellents athlètes équins. Puis pour ce qui est de la montre des taureaux, mais là, c'est tous les finalistes. Donc, on parle de tous les meilleurs cowboys au Québec, même de l'Ontario, jumelés aux meilleurs athlètes bovins. Donc, le spectacle va être grandiose.
c'était pas encore assez pour notre spectacle. Donc, on a fait venir Manu Latard, qu'on voit en arrière, là, qui est un bull jumper. C'est le célèbre bull jumper Manu. Il est très, très connu. Manu va sauter par-dessus des taureaux mexicains. Donc, moi, je ne le serrais pas. Ça prend à peu près juste Manu pour faire ça. Et puis là, jumelé à Manu, on a 4 autres personnes, je ne me trompe pas, c'est des Français, je crois, qui vont offrir un autre type de spectacle. Donc, ils vont aller chercher une fleur de papier qui est accrochée dans le front d'un taureau. C'est une première en Amérique du Nord. Ça ne s'est jamais fait en Amérique du Nord. C'est une grande première ici le 2 novembre à Bécancour. Fait que dans le fond, finale de monde de taureau, monde de chevaux sauvages avec Essentiel, le spectacle de Manu, la grande première en Amérique du Nord. On va avoir un DJ en soirée, service de bar, service de restauration. Les billets sont en vente dans tous les home hardware acadiens bricoleurs via le site Internet du complexe équestre de Bécancour. Donc, c'est à ne pas manquer. Et on voit très bien quand vous parlez votre passion pour ce monde-là. Ça date de quand? Ça vient d'où? Je suis venu dans le monde du rodéo. J'ai participé au rodéo pendant plusieurs années. J'ai fait plusieurs disciplines. Et puis, j'avais toujours un petit rêve là, dans le fond de ma tête, c'était de produire mes propres rodéos. Chose qui n'est pas évidente parce qu'au Québec, on est seulement 3 entreprises là, qui font ce genre de production-là. Et puis, mais j'ai réussi. On a réussi à devenir compétitif, puis on a passé notre entreprise, ça va très, très bien. On grossit d'année en année. Et puis, c'est ça, a parti d'un rêve, puis on réalise nos rêves, puis il faut être vraiment passionné. Je suis invité à venir participer le 2 novembre ici au complexe équestre de Bécancour, pardon si ma langue a fourché, et pour venir présenter mon spectacle de saut de taureau, ou avec le penchant anglophone, le bull jumping, donc qui est tiré de la tradition culturelle française qu'on appelle la course hollandaise. J'ai moi-même amené cette discipline en Amérique du Nord il y a maintenant 10 ans, un petit peu plus. Et ma première participation au Festival Western de Saint-Tite m'a projeté aux États-Unis d'Amérique, mais je me suis installé au Québec et je vais présenter mon spectacle de saut de taureau la semaine prochaine, le 2 novembre, ici au complexe équestre, mais en plus je vais le coupler avec une grande première, c'est-à-dire que associé à mon spectacle de saut de taureau, je vais présenter un autre taureau avec une autre tradition. Nous allons placer une fleur de papier ou de tissu au centre de la tête du taureau, tenue par tout simplement une ficelle à rôtir. Ça s'appelle une cocarde. Et 4 garçons, ce sont des garçons originaires de France, vont venir essayer d'arracher cette fleur de papier. Ces garçons-là, on les appelle des raseteurs. Ils respectent des codes traditionnels. Ils doivent prendre quelque part la mesure du taureau, la tension du taureau. Ils doivent évaluer le taureau. Donc ça prend 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, lorsqu'ils ont compris le fonctionnement du taureau, on parle de gauche, on parle de droite, de corne gauche, de corne droite, c'est associé aux yeux. Ils vont élaborer une stratégie et arracher la fleur de papier. Et celui qui arrache la fleur est le grand vainqueur. Alors parfois, dans la tradition, il s'attribue le prix pour lui. Ou des fois, quand ils travaillent en équipe, ils partagent le prix entre eux. Mais le but est véritablement de venir arracher cette fleur. Et c'est le seul et unique jeu romain qui est venu jusqu'à nous, puisque ça date, c'est un jeu que pratiquaient les Romains il y a 2000 ans, avec des règles un peu différentes, puisque c'était sa vie qu'il fallait sauver en arrachant la tribu au milieu des cornes. Donc vous imaginez l'issue du jeu aussi pour beaucoup. D'où vous vient cette passion-là? Je suis certainement né avec, mais je suis surtout né au centre, quelque part, d'une zone qu'on appelle la Gascogne, qui est située dans un triangle entre Bordeaux, Toulouse et Bayonne, donc dans le sud-ouest de la France. Et dans cette zone géographique d'environ une centaine de villages, parce qu'en France, tous les villages sont très collés, peut-être un peu plus finalement, mais il y a des arènes dans chaque village et une forte culture, et on appelle ça quasiment un sport traditionnel gascon qui s'appelle la course hollandaise. Et donc il y a 2 grands arts. Le plus vieux, c'est de sauter par-dessus l'animal.
Et le un peu plus jeune, c'est de faire passer l'animal le plus près possible de son corps. Et à l'est de la France, eux, ils arrachaient la cocarde sur les cornes de l'animal. J'ai été un peu vite en besogne. Il faut dire que dans le sud de la France, depuis la nuit des temps, il y avait ces animaux sauvages qu'on appelle les taureaux braves à l'ouest et les taureaux camarguais à l'est, avec bien entendu les vaches, qui vivaient là à l'état sauvage. Donc les humains ont cohabité avec ces animaux de chaque côté de la montagne, puisque les Espagnols, eux aussi, ont cohabité avec eux et ont développé une autre tradition que l'on a un peu plus de mal à comprendre à l'heure actuelle, mais qui est la corrida, avec la cape, etc. Ce qui n'est pas ce que je fais, on n'ouvrira pas ce débat-là. Nous, depuis la nuit des temps, on joue avec ces animaux, on saute par-dessus ou on les fait passer le plus près possible de notre corps. Et à l'est de la France, on leur place un attribut entre les cornes que l'on enlève selon certains codes. Ça demande une flexibilité et une force physique assez incroyable pour faire ça. Oui, ça demande du conditionnement physique. Ça demande beaucoup d'envie aussi. Hein. Comme dit mon père, vouloir, pouvoir, savoir. Il faut vouloir le faire. Il faut pouvoir, ça c'est le conditionnement. Et le savoir, bien, ça s'acquiert malgré soi ou on apprend avec le temps. Si on n'apprend pas, on ne dure pas. Et comment on fait pour ne pas avoir peur de ces animaux-là? Alors, il y a deux solutions. Le premier, c'est la drogue, mais ça ne dure pas longtemps. Et sinon, eh bien, il faut apprendre à gérer la peur. En disant ça, j'ai absolument rien dit. C'est-à-dire que la peur, au début, les jeunes, quand on a 14, 15, 16 ans, ce garçon que j'étais, il y a aussi des filles qui pratiquent, il y en a moins, parce qu'il faut croire que ça intéresse moins les filles de se faire attraper par une vache ou un taureau de combat. Mais au début, on n'a pas peur, on est fasciné. Et la peur, on la rencontre certainement après le premier choc. On passe tous par l'étape du choc violent, qui peut entraîner par exemple un chaos. Donc on se réveille, on peut avoir quelque chose de cassé ou non, ou des douleurs partout. Et là, il faut revenir. Pourquoi faut-il revenir? Parce que, laissez-moi, je cherche mes mots, mais c'est votre rapport avec la peur qui va s'établir à ce moment-là. Si vous ne revenez pas, vous laissez la peur vous submerger. Et si vous revenez, vous êtes obligé de submerger cette peur. Donc là, on parle de courage, on parle d'intelligence, on parle de folie, mais avec le temps, il y a des exercices mentaux et c'est là que ça devient intéressant, à travers des techniques comme l'hypnose, à travers des techniques comme la préparation mentale, comment vous gérez ce rapport avec l'animal qui vous a pris le dessus, mais finalement vous arrivez à reprendre le dessus, parce que les taureaux que je vais présenter, un jour ont été neufs, mais maintenant ne le sont plus, c'est-à-dire qu'eux connaissent le métier. Ils arrivent, ils ne sont pas paniqués, ils savent très bien pourquoi ils sont là et ce qu'il va se passer. Donc il y a vraiment un rapport de mental à mental. Et le taureau, lui, est un taureau de combat. Il n'est pas là pour autre chose. Il sait que quand il va rentrer dans l'arène, quelqu'un va se présenter en face de lui et lui, il ne va pas reculer. Vous voyez? Donc vous, allez-vous reculer? Et c'est là que commence la psychologie de ce que je fais. C'est génial, merci. Donc, c'est un rendez-vous le 2 novembre. Le 2 novembre, je vous donne rendez-vous. N'hésitez pas, réservez les tickets au complexe équestre de Bécancour pour le spectacle de la Bucking Ranch et ne ratez pas l'exhibition de saut et la première course à la cocarde dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Marie-André Dupéré, maman de 2 enfants, est-ce que là, ils sont 2 ans, 4 ans, tu commences-tu déjà à penser à leur école secondaire, toi? Ben oui. Hein? Déjà?
C'est sûr. On pense un peu trop loin. T'as une fille à ton affaire, parle-moi de ça. Puis, dans le fond, on a, tu le sais, on a des journées portes ouvertes. T'en as fait 2 ou 3, toi? J'en ai fait 2, mais j'en ai visité une dans l'optique où on annonçait leur porte ouverte aussi. Donc, tu as été aux Seigneuries. Exact. Saint-Pierre-les-Béquets, tu as été à Jean-Nicolet, puis tu as été à Saint-Honor-d'Aston. Puis là, tu nous parles de la journée porte ouverte qu'il y a eu à Saint-Honor-d'Aston dans ton reportage. Oui. Qu'est-ce que tu as remarqué en rentrant dans cette école-là? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Mon Dieu, c'est premièrement, le hall d'entrée, le sourire des gens, c'est vraiment... Les gens, on voit que les gens ont à cœur l'éducation dans toutes les écoles que j'ai visitées. Et ils ont de beaux programmes aussi pour tout le monde. Tu sais, des fois, on ne sait pas c'est quoi notre intérêt, mais là, ils vont fouiner là, pour savoir, toi, c'est quoi que t'aimes. Puis ils les ont amenés un peu partout dans l'école pour faire le segment sportif, musical, artistique, les sciences les laboratoires. aussi. Ouais, exactement. Mon papa qui travaillait là, moi... Ben oui, moi j'étais un abonné des laboratoires parce que comme toi, des fois, tu amènes tes enfants en reportage. Ben oui. Ben moi, mon père m'amenait à l'école quand j'étais tout petit. Ah oui. Fait que quand On j'étais arrivé au secondaire, je connaissais déjà l'école. Donc, on regarde, puis tu as interviewé, entre autres, Chantal Morin, qui est la directrice de l'école. Donc, on regarde ça à l'instant. C'est les portes ouvertes de l'école secondaire La Découverte. On est le 2e événement au centre de service scolaire de la Riveraine. Puis, on veut vraiment venir faire découvrir à notre clientèle du territoire c'est quoi que nous, on est capable de venir leur offrir, soit avec les projets pédagogiques particuliers, avec l'offre de service aussi, l'encadrement qu'on offre. Donc, c'est vraiment un moment, un happening pour nous aussi là, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans vos portes ouvertes ce soir? C'est sûr que nous, on veut vraiment venir axer au niveau de la présentation des projets pour le premier cycle. Donc, on a vraiment 5 options là, qui est quand même très intéressantes. Donc, on a le multisport qu'on vient présenter ce soir. On vient présenter aussi tout le projet Défi Conception. On vient présenter tout au niveau artistique, donc le programme d'art plastique qui est là, mais aussi la danse, la musique-études, puis on a la LHPS là, qui est vraiment unique, là. Parlez-moi de votre passion d'être directrice. Il faut être passionné pour gérer une école aussi grande. Bien, c'est sûr que, tu sais, être direction, c'est pas redondant, loin de là, au quotidien, mais par contre, on est là pour travailler pour les jeunes, pour leur faire, tu sais, développer puis découvrir leur passion, puis les aider, les accompagner là-dedans, parce que chaque élève est unique, mais on veut qu'il trouve sa place, d'où aussi la soirée des portes ouvertes, de dire, toi, qu'est-ce qui te correspond, puis qu'est-ce qui peut faire que tu vas avoir le goût de venir à l'école, puis après, bon, ben, tu sais, de venir aussi trouver ta passion puis ton chemin pour plus tard. Ça m'impressionne, c'est quand même une grande école pour un village comme Saint-Léonard-d'Aston. Vous allez chercher les élèves un peu partout sur le territoire. Effectivement, on est une école qui, oui, a un bassin d'origine avec les villages avoisinants. Par contre, on peut accueillir aussi des élèves qui viennent de chacun des extrémités du territoire. Ça peut aller de Manceau jusqu'à Pierreville, là. Donc oui, on offre la plupart du temps le transport scolaire lorsque c'est possible. Des fois, ça peut être avec des points d'embarquement qui vient. Puis avec le programme de la LHPS, on a des jeunes aussi qui viennent de Drummondville et de Trois-Rivières, donc avec un transport scolaire aussi qui est fourni là. On me parlait à quel point la Fondation est importante pour l'école à découverte. Parlez-moi-en davantage. Bien, la Fondation existe, on en est à notre 6e année d'existence et déjà on a plus qu'un demi-million de données à l'école. Donc, en divers projets, on a 60 projets qui ont été mis en place ici grâce à la Fondation. Donc, c'est un plus parce que les enseignants ou le personnel de l'école qui ont des projets, maintenant, ils peuvent être appuyés financièrement pour réaliser ces projets. C'est bien important. Quel est le fonctionnement de la Fondation? Bien, on est 15 personnes qui comprennent le conseil d'administration, des anciens élèves, des membres du personnel, des membres de la communauté. Donc, ils travaillent très, très fort pour trouver des bénévoles, trouver des donateurs. On présente des projets à des donateurs, puis ils embarquent dans nos projets parce que c'est pour l'éducation. Nous autres, c'est une valeur prioritaire. Parlez-moi des bourses. Oui, au niveau des bourses, on donne 3 350 $ en bourse. Et des bourses autant pour les élèves d'adaptation scolaire, pour la qualité du français, pour le domaine sportif, le domaine des arts. Donc, c'est vraiment diversifié, puis ça motive les élèves à être plus performants à l'école. Quel a été ton rôle pour ces portes ouvertes?
Donc, nous sommes une équipe de 3 enseignantes qui avons travaillé ensemble depuis début septembre pour, en fait, concevoir une soirée porte ouverte qui est originale, qui répond aux besoins aussi des élèves qui ont envie de manipuler, d'explorer l'école et tout ça. Donc, c'était de trouver des activités, puis vraiment de mettre sur pied une soirée avec un programme qui est intéressant pour eux et pour leurs parents. On a une belle communauté d'apprentissage, on a des beaux élèves, des beaux échanges, on a des enseignants qui sont passionnés aussi. Puis je pense que c'est un milieu de vie qui est dynamique. Parlez-moi justement de votre passion pour l'enseignement. Oui, bien moi je suis dans l'enseignement parce que j'adore les jeunes, les ados, c'est vraiment ce qui m'a amenée dans l'enseignement. La matière est venue par après, mais c'était pour être en contact avec eux dans leur quotidien. Je pense qu'ils m'amènent beaucoup en fait en tant que personne, en tant qu'enseignante, puis j'adore ça, les côtoyer, puis on reste jeune comme ça. Oui. Évidemment, il y a Marie-André qui fait des reportages, mais on a d'autres reporters. On a P.A. Lemay, on a Lynn Richard, on a René Lafleur. Puis là, on va présenter justement un reportage de René. Communauté d'Odanak, Wolinak, est-ce que tu as déjà été au Powwow, par exemple? Pas encore. Ben, je vais t'affecter à ça l'année prochaine, l'été prochain. Et on a un beau musée, le musée des Abénaquis à Odanak. Et on a procédé à cet endroit-là, un lancement de livre, un livre 100% Abénaquis. Faut le faire. C'est pertinent. Donc, Valérie Richer-Obomsawin qui lançait un livre. Et justement, René l'a rencontré. On regarde ça à l'instant. Le 24 octobre 2024, je suis au musée des Abénaquis d'Odanak où on fait le lancement d'un livre écrit et édité par des Premières Nations. Je suis avec Valérie Richer-Obomsawin, l'autrice du livre Nitchemis. Parlez-nous un peu du projet du livre. Bien, moi, je suis mère de 2 enfants, puis les voir évoluer, ça m'a donné le goût d'écrire leur histoire. Fait que, dans le fond, j'ai décidé d'écrire. C'est la grande sœur qui raconte les traditions abénaquises à son petit frère. Puis tout au long de l'histoire, là, on peut voir aussi l'importance de la culture, que la culture aussi, elle est fragile, donc il faut faire attention de bien la préserver puis de la diffuser aux bonnes personnes. Puis ça finit aussi sur une note pour que le petit frère puisse lui aussi avoir ces souvenirs-là puis garder la culture vivante. Voilà. Je suis en compagnie de Valérie Laforce qui a fait les illustrations du livre Nitchemis. Alors, parlez-nous de ces illustrations. Allô, bonjour. Dans le fond, les illustrations du livre ici, on s'est inspiré de visuels de la vie courante, en fait, de la communauté. Fait qu'on parle vraiment de photos que l'autrice me fournit, soit de ses enfants ou dans des activités communautaires qui ont servi vraiment de trame de fond pour les illustrations. Par contre, quand on regarde les illustrations, le fond est toujours en blanc. Et puis l'idée, c'est que les personnages, en fait, on n'a pas mis de traits au visage, ni de couleur de peau, justement pour éviter d'attribuer un stéréotype au niveau du visuel ou peu importe, mais vraiment qu'au niveau des Premières Nations, il ne faut pas se fier justement à la première impression au niveau du visuel physique. Donc, tout est en noir et blanc. Par contre, on a mis vraiment beaucoup de couleurs autour des images pour avoir vraiment un visuel qui est super coloré. Puis d'attirer aussi le regard des enfants, si on voulait que ça soit coloré, que ça soit vivant, que ça soit dynamique. Donc, c'est vraiment ça qui a guidé la digne directrice pour les images. Madame Sandra Blouin, qui travaille pour la maison d'édition. Rappelez-nous, quelle maison d'édition? Oui, la maison d'édition Anenorak, qui est située à Wendake. Alors, c'est vous qui avez édité le livre dont le lancement se fait aujourd'hui. Oui, on est assez contents. On trouvait que le projet des 2 Valérie était vraiment... On les sentait vraiment dynamiques puis motivés en arrière. On a tout de suite eu envie d'embarquer quand ils nous ont proposé là, leur idée. Et le livre va se vendre un peu partout au Québec? Oui, bien nous, on est distribués là, dans la plupart des librairies là, générales et indépendantes, tout ça. Donc, effectivement. On
on parlait de livres. Tu as une bibliothèque municipale dans ta municipalité. Municipalité municipale, c'est assez ça. C'est ça. On se rappelle, tu restes à Sainte-Monique. Oui. Elle est où, là-bas, la bibliothèque municipale à Sainte-Monique? Elle est tout proche de l'école. Elle est sur la rue principale. Au coin de l'église, Oui, etc. avec le bureau municipal, avec le poste, la Poste Canada. Ah oui. Ouais, Puis tu as été faire un reportage là-bas. Tu étais quelqu'un qui la fréquente, ta bibliothèque. Avec tes enfants? Avec mes enfants, ben oui, il y a une joujoutèque à l'intérieur de cette... On peut Ok. emprunter des jouets, mais on peut aussi aller jouer le samedi matin ou c'est le mardi soir également. Donc, j'ai rencontré Danielle Gouin, celle qui s'occupe de la bibliothèque. Puis, ça a donné ce soir-là, en fait, elle me disait que tous les mardis soirs, il y a vraiment beaucoup de monde à la bibliothèque. Puis, c'est ce que j'ai constaté. C'est comme une petite réunion de village. OK. Les gens partent avec leurs livres, les ramènent la semaine d'après. C'est le fun de voir que c'est encore d'actualité, ça. Ben oui. Ouais. Parce que ça reste que le rapport au livre, tu sais, on peut aller sur notre tablette, là, sur notre téléphone, c'est bien, mais un livre, hein, il y a quelque chose. Oui. Bon, on écoute ta discussion avec Daniel Gouin. Dans une société où tout va tellement vite, prenons-nous assez le temps d'aller visiter nos bibliothèques municipales. Je m'entretiens avec Danielle, la responsable de la bibliothèque de Sainte-Monique. On est ici pour parler de la belle bibliothèque de Sainte-Monique. Parlez-nous de sa mission, parce que là, il y a une joujoutèque aussi ici. Oui, exactement. Alors, on prête des livres, on prête des jouets pour les enfants de 0 à adultes même. Je dis les enfants, mais les adultes ont aussi des jeux qu'ils peuvent emprunter. Alors, on a une collection d'autour de 2400, 2500 titres. C'est diversifié, les albums, les BD, romans pour adultes, documentaires, jeunes, adultes, des livres audio. Et puis aussi, on a des périodiques, des revues, des magazines. On a un casque de réalité virtuelle qu'on prête aussi. Puis pour les familles de 2 adultes et 3 enfants, on a des passes pour entrer dans les musées des régions, de la région, autant la Mauricie que le centre du Québec. Presque tous les musées sont abonnés à ce service-là. Ça fait partie de ce qu'on peut offrir comme service. L'hiver prochain, on va prêter des raquettes. Ensuite, on a un ordinateur dédié aux abonnés. Les abonnés peuvent venir utiliser l'ordinateur, faire la recherche dans le catalogue du réseau, parce qu'on est abonné à un réseau, le réseau CQLM, Centre du Québec, Lanaudière-Mauricie. C'est une 120 bibliothèques régionales. Et puis, ça nous donne, c'est ça, un catalogue d'environ 35 000 livres, je pense, de disponibles, parce que le prêt de livres peut se faire entre bibliothèques. Alors, les abonnés ils peuvent le faire eux-mêmes par le site Internet de Bibliécie, où ils viennent ici et je les aide, on le fait ensemble. On fait la recherche et on regarde ce qui les intéresse. En gros, en plus, on organise certaines activités. On le fait à Noël, d'autres occasions. C'est arrivé qu'on ait organisé aussi d'autres activités. Tu sais, c'est selon les inspirations puis le moment, puis on essaie d'être proactif. Est-ce que vous en cherchez constamment des bénévoles? Comment ça fonctionne à ce niveau-là, si on veut s'impliquer, par exemple? Oui, toutes les personnes sont bienvenues parce qu'il y a les journées où on échange des livres. En étant dans le réseau, le réseau offre un service d'échange de livres. C'est-à-dire 2 fois par année, on reçoit une liste de livres, de titres, le nombre de livres qu'on doit mettre dans les caisses. Et puis, la journée de la livraison, on reçoit à peu près le même nombre de livres. Donc, 2 fois par année, il y a une rotation de titres dans toutes les toutes les variétés de livres. Ouais. Alors, là, les bénévoles sont très utiles à ce moment-là parce que c'est une tâche, c'est pas si pire que ça, là, mais en même temps de recevoir les livres, on voit les nouveautés, on voit les titres, c'est intéressant, c'est le fun, oui. Vous avez de la formation aussi, j'imagine? C'était la rencontre automnale du réseau. Alors là, c'est des ateliers. Le réseau offre aux bibliothèques qui s'inscrivent, qui veulent participer à la journée, ils offrent de participer à des ateliers, comme on avait un atelier sur l'intelligence artificielle, un atelier sur comment on se sent au travail. C'est sûr que la plupart des gens dans la salle étaient des bénévoles, mais c'est facile de faire
la conversion au travail bénévolat. Puis on a une conférence l'après-midi qui était François Lemay qui faisait la conférence. C'est une fois par année, la rencontre, pendant la semaine des bibliothèques. Et puis de la formation, oui, on a des webinaires, on a des formations en Zoom. Toutes les personnes qui sont intéressées à apprendre comment fonctionne le système informatique, c'est assez simple, là. On peut tout avoir ça déjà fait ou périodiquement, il y a des formations aussi en Zoom pour des nouveautés ou quand il y a des changements là, dans le système. Vous avez aussi des livres numériques? Oui, exactement. Dans le catalogue de livres disponibles, il y a des formats EPUB, des formats numériques. Donc, une personne qui a une liseuse ou qui veut lire sur sa tablette, son téléphone, peu importe, a tout simplement qu'à emprunter le livre via l'application pré-numérique du réseau. C'est très simple, c'est facile. On a encore droit à 5 livres, 3 réservations, la même chose que le catalogue régulier de volume papier. J'avais déjà vu aussi lors de la naissance de mes enfants qu'on s'abonne. Il y a quelque chose pour les familles? Oui, exactement. J'en ai justement un présentement qui est arrivé. C'est un livre, une naissance, un livre, je pense que ça s'appelle. C'est gratuit, la personne vient. Il faut que l'enfant ait moins d'un an, 1 an et moins, là. Puis c'est gratuit, donc ils reçoivent une petite trousse avec un petit livre de bébé, puis des informations là, pour les nouveaux parents. Tu as devant toi, Marie-André, un livre qui a été lancé dans la MRC de Bécancour. C'est Croix de chemin, donne-moi le don, ma chère, je vais le montrer à l'écran. Croix de chemin de la MRC Bécancour. J'étais au lancement, moi, de ce livre-là. Et là, j'ai ramené, on nous a donné le livre, ils sont gentils. Hein? Ils nous ont donné le livre lors de la conférence de presse, puis là, je t'ai confié le mandat de le lire, de le parcourir. Comment tu as trouvé ça, ce livre-là, ma chère? Bien, moi, j'ai aimé ça. Ça me rappelle mon enfance. Ah, parce qu'il y avait des croix de chemin dans ton coin aussi, dans le bas du fleuve. Exactement. Puis j'ai toujours trouvé ça impressionnant. Puis même encore aujourd'hui, de parcourir les petits rangs de campagne puis de tomber sur une croix de chemin, j'ai toujours trouvé ça beau. Puis moi, je te dirais, ce que j'aime là-dedans, c'est de la dévotion populaire. Oui. Tu sais, c'est pas institué, c'est pas l'Église, pas le diocèse, c'est des initiatives, les gens qui avaient une foi, hein, puis on n'a pas à juger de ça, mais qui disaient, moi, je veux exprimer ma foi en mettant une croix sur mon chemin, croix de chemin, ça te dit. Donc, c'est ça. Fait que non, c'est un livre qui est très intéressant. Et j'étais justement, comme je le mentionnais au lancement, j'en ai discuté avec Jean-Louis Bellil, qui est maire de Lemieux, mais aussi qui est photographe, donc a participé à la réalisation de ce livre-là, et avec le préfet Mario Lyonnais. On regarde ça. Jean-Louis Bellil, maire de Lemieux, qui porte plusieurs chapeaux dans ce beau projet de livre-là sur les croix de chemin de la MRC Bécancour, parce que tu es aussi photographe. Ça vient de où, cette idée-là, de faire un livre sur les croix de chemin? M. Godet, en 2020, en avait produit un fascicule sur les croix de la ville de Bécancour. Donc moi, j'ai dit, c'est pas juste la ville, il faudrait en faire un livre plus étoffé sur les croix de toute la MRC de Bécancour. Fait que c'est là que l'idée m'est venue de monter le projet au comité culturel pour présenter toutes les croix de la MRC de Bécancour. Donc, et on en retrouve combien de croix dans le livre? Dans le livre, il y en a 51 croix. Présentement, il en reste 50. Une croix de Sainte-Cécile est déjà disparue, là. Et pourquoi c'est important de faire un livre sur un sujet comme ça, les croix de chemin? Bien, c'est pour montrer aux générations futures qu'est-ce qu'était le patrimoine religieux autrefois dans les campagnes, dans les milieux ruraux. Parce qu'il y avait beaucoup de dévouement là-dedans. C'est des initiatives personnelles? Oui, pratiquement toutes les croix, c'est des initiatives personnelles. En général, là, toutes les croix. Et des gens qui seraient intéressés à se le procurer, le livre, comment on fait pour l'avoir? En s'informant à la MRC de Bécancour. Je ne sais pas s'il va y avoir un coût ou pas, là, ça va se décider dans les prochaines heures. Ça. Mais en contactant la MRC, on peut présumer qu'il va se retrouver dans les bibliothèques aussi? Oui, le livre va se retrouver à un certain nombre de copies dans chacune des 18 bibliothèques du territoire.
Mario Lyonnais, préfet de la MRC Bécancour, pourquoi on a appuyé ce projet-là à la MRC? L'histoire. On ne se rappelle pas jamais assez de l'histoire. Puis les croix de chemin, là, c'est notre histoire, c'est notre développement religieux. On ne se fera pas de cachette. On était une religion catholique dans les années 40, 50 et 60. Puis les croix de chemin disparaissent tranquillement, on le voit. Puis que le comité a eu l'idée de photographier puis en faire un répertoire. On ne pouvait pas passer à côté de ça. Est-ce qu'on peut penser que cette préoccupation-là pourrait amener des actions de protection, de valorisation dans, je dirais, les croix de chemin, mais nos bâtiments religieux d'un sens plus large de nos églises? Bien, les croix de chemin, ça va encourager peut-être les municipalités, comme je disais dans mon mot tout à l'heure, c'est souvent des bénévoles ou des organismes qui l'entretiennent, ou des gens, puis peut-être fournir de la peinture, ou payer peut-être pas nécessairement payer les gens, mais au moins les encourager d'une façon ou d'une autre à garder nos croix de chemin, puis à compter l'histoire. Le côté religieux, c'est une chose, c'était dans le temps, mais il y a une histoire en arrière de ça. Pour nos églises, bien, on sait qu'on est rendu. Là, il n'en reste plus beaucoup sur le territoire. Moi, en premier, à la municipalité de Saint-François, ça fait déjà plus de 30 ans qu'elle n'est plus qu'elle est une salle multifonctionnelle. Oui, il y a encore une église, mais on n'a pas le choix, il faut s'adapter. Hein. La vie change, elle se modifie. Garder nos bâtiments, réussir à les sauver, c'est une chose. Mais après ça, les faire vivre, c'est une autre chose aussi. Les municipalités sont là pour ça aussi. Là. Et le comité culturel, dans le fond, c'est un des comités qu'on a à la MRC. C'est quoi ça, le comité culturel de la MRC Bécancour? C'est une chance d'avoir ce comité-là. Le comité culturel, il y a une personne par municipalité. Toutes les municipalités sont représentées. C'est des bénévoles qui viennent. Il y a quelques maires, pas beaucoup de maires sur le comité, mais des gens qui croient beaucoup à la culture. Les maires, on y croit, mais des fois, on manque moins d'intérêt, mettons. Je ne ferai pas de cachette là-dessus, on a moins d'intérêt, mais c'est des gens qui ont de l'intérêt à garder la culture, notre patrimoine, qu'il soit bâti, agricole, peu importe, de garder ça passe sur les comités culturels. Puis c'est une richesse d'avoir un comité culturel comme qu'on a ici, d'avoir des gens qui s'impliquent de chaque municipalité qui sont là, qui nous représentent. Là. C'est un bon coup de la MRC de Bécancour. Je ne sais pas si c'est même dans tous les MRC, je ne suis pas au courant. Mais chez nous, on est gâtés d'avoir ce comité-là qui s'implique. Regardez, ce livre-là, c'est des bénévoles qui ont pris des photos, là, qui ont fait le tour, qui ont mis du temps, de l'argent, de l'énergie. Donc, non, merci à ce comité-là. Là. Est-ce que tu es quelqu'un qui chante, toi, Marie-André? À mes heures, dans ma douche. Okay. Ma mère, oui. Ah oui? Oui. Puis pour tes enfants, tu dois chanter petite berceuse un peu. Mais on a eu une belle chanson qui a été composée à Explorami et la belle Lynn Richard nous a fait un reportage sur cette belle initiative-là. On regarde ça. « 29 octobre 2024. Fébrilité dans l'air puisque je suis à l'école Explorami à Saint-Angèle-de-Laval. Je me prépare à rencontrer Élodie Sirène, une éducatrice spécialisée, qui a eu la bonne idée de composer une chanson pour les élèves. Alors ça y est, maintenant, j'ai avec moi Élodie Sirène, qui a grandi d'une famille de musiciens. Et moi, là, je suis vraiment épatée de ce que tu es en train de faire. En fait, ce que tu as réalisé, ton beau projet de chanson thème pour ton école Explorami. Alors, mais raconte-moi avant un petit peu ton historique musical, parce que là, j'imagine que ça part de quelque part, ça, là. Oui, bien, comme tu l'as dit, dans le fond, moi, je suis née dans une famille de musique. Ma mère, pianiste de formation, puis enseignante en musique. Ma sœur aussi est enseignante en musique, plusieurs spectacles. Fait que, tu sais, j'ai toujours baigné là-dedans, la musique. Fait que continuer avec ça. Puis là, je me suis en allée en éducation spécialisée. Et là, je me suis dit cette année, pourquoi pas mélanger mes deux passions, mon travail et la musique, pour créer une chanson pour l'école Explorami. Hey, mais Élodie, là, c'est tellement un beau cadeau que tu offres à ton école. Là. Mais raconte-moi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, en fait, d'écrire une chanson thème? Bien, je trouvais que ce serait rassembleur pour les élèves. Tu sais, je me disais, la musique, en tout cas, chez nous, c'est rassembleur, des parties, il y a toujours de la musique, on aime ça chanter en gang. Fait que je me disais, si on avait une chanson personnalisée à l'école, les enfants, pour qu'ils la connaissent, qu'on fasse connaître l'école aussi. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un lien d'appartenance. On crée une petite famille, notre petite chanson à nous. Fait que c'est un projet rassembleur et familial.
Puis quel message tu voulais véhiculer, en fait? Oui, bien dans le fond, nous, ici, l'école, on est avec le soutien au comportement positif. Puis c'est quelque chose qu'on met beaucoup en place. On aime ça, récompenser les élèves qui font bien, ça, mettre l'accent sur le positif. Je me suis dit, pourquoi pas faire une chanson avec ça? Fait que nous, tout ce qui est sécurité, engagement, respect, c'est comme nos 3 critères là, qu'on met en œuvre. Fait que j'ai composé une chanson en mélangeant ça, des choses que les enfants connaissent, qui représentent leur milieu. Fait que je suis allée sur cet élan-là pour la composition. Puis là, quand tu leur as présenté ça, parce que là, dans le fond, tu lui as présenté ça en septembre, lors de la rentrée, comment ça a été perçu? Bien, au début, ils ne savaient pas trop ce qui se passait parce qu'on a comme accueilli les élèves avec la chanson. Puis là, une fois, on leur a expliqué que, dans le fond, j'avais composé une chanson là, pour l'école. Fait qu'ils étaient super contents. On leur fait rejouer. Je te dirais que ça a pris 2-3 jours, là, puis ça fredonnait le refrain dans le corridor. Fait qu'ils ont tout de suite adhéré à ça. Là, ils étaient contents. Donc là, présentement, tous les niveaux connaissent bien la chanson. Oui, effectivement, on l'a passé. Les professeurs se sont engagés aussi, la passe dans les classes. On a écrit les paroles, fait que les élèves ont les paroles s'ils veulent l'apprendre. C'est disponible sur les réseaux sociaux, fait que les parents peuvent l'écouter à la maison aussi. Fait que c'est disponible partout, puis les élèves y ont accès là, autant qu'ils veulent à la chanson. Hey, c'est vraiment fabuleux. Dis-moi, là, parce que là, à travers les branches, j'ai entendu parler que tu avais créé cette chanson-là avec l'aide de l'intelligence artificielle et ça m'a vraiment épatée. Oui, l'intelligence artificielle, ça questionne beaucoup de personnes. C'est un peu un territoire qu'on connaît pas trop. On a simplement composé une chanson avec l'intelligence artificielle sur Google. Un logiciel, on écrit les paroles, on choisit notre style musical. Est-ce que c'est un garçon ou une fille qui chante? Plusieurs choix, puis on choisit la chanson. Fait que, tu sais, ça s'est fait. Dans le fond, moi, j'ai juste le pouvoir d'avoir écrit les paroles. Là. Le reste, ça s'est vraiment fait avec l'intelligence artificielle qui a tout créé. Puis qu'est-ce que ça fait au niveau des droits d'auteur? Dans le fond, comme c'est les paroles qui sont écrites, puis c'est des rythmes réguliers, il n'y a pas de problème au niveau des droits d'auteur parce qu'on a utilisé une application là, qui était faite pour ça. C'est fabuleux. Est-ce qu'il y a des coûts de relier à ça? Non, c'est gratuit, fait que c'est une belle opportunité pour les écoles. Là, ça coûte rien faire ça, fait que juste un petit peu de temps et du plaisir. Puis si jamais il y a d'autres professeurs ou d'autres personnes qui voudraient accéder à ça puis qu'ils sont un peu insécures, est-ce que tu serais prête à leur aider? Bien, certainement, je suis prête à leur aider. Les professeurs de musique, là, il y en a gros aussi là, qui se sont informés, vu que ça a été popularisé. Fait que, mais oui, je suis ouverte à aider s'il y a besoin pour créer des chansons. J'ai hâte de l'entendre parce que là, dans un instant, on va entendre les élèves de quel niveau? Les élèves de 6e année de la classe de Madame Sophie. D'accord, qui vont nous interpréter la chanson. Oui, c'est en plein ça. Ils se sont préparés, là, ils sont prêts. Moi, je te remercie beaucoup, Élodie, d'avoir accepté de me partager cette belle aventure. Et en fait, j'imagine que ça va sûrement inspirer d'autres professeurs, d'autres écoles à en faire tout autant. Alors, merci énormément et quel bel artiste tu es. Merci, ça me fait plaisir, merci. Au plaisir de t'entendre à nouveau dans un festival. Oui, à bientôt. C'est mon école, c'est là qui fait que je m'épanouis. On peut y aller en sécurité, sans s'engager, voilà la clé. Ici le respect c'est notre affaire, pas besoin de regarder dans les airs. Le bonheur est facile à trouver, il est dans ma classe et celle d'à côté. Un endroit de vie, c'est Explore-Ami. C'est pas compliqué, tout le monde est là pour m'aider. Je vais aller d'avant, parce que c'est là que vont les grands. Ici le respect, c'est notre affaire. Pas besoin de regarder dans les airs. Le bonheur est facile à trouver. Il est dans ma place et c'est à côté. Un endroit de vie, c'est Explore-Ami. C'est pas compliqué, tout le monde est là pour m'aider. Je vais aller d'avant, parce que c'est là que vont les grands. Ici le respect, c'est notre affaire. Pas besoin de regarder dans les airs. Le bonheur est facile à trouver. Il est dans ma classe et celle d'à côté. En endroit de vie, c'est Explore-Ami. C'est la sécurité, l'engagement pour moi c'est important. Ensemble on est plus fort, on arrivera à bon port. Ici le respect c'est notre affaire. Pas besoin de regarder dans les airs. Le bonheur est facile à trouver. Il est dans ma classe et celle d'à côté. Un endroit de vie, c'est Explore-Ami. Le respect, la sécurité,
L'engagement pour moi c'est important. Ensemble on est plus fort, on arrivera à bon port. Alors, ça y est, j'ai avec moi Laurence et Chloé qui vient tout juste de nous interpréter aussi la chanson. Écoute, Laurence, qu'est-ce que tu aimes de cette chanson? J'aime beaucoup le rythme puis la créativité des paroles. OK, d'accord. Et de quoi ça parle, en fait? Ben, ça parle de nos valeurs à l'école. Quelle valeur qui vient te rejoindre le plus? Moi, je dirais le respect. Super, merci les filles. Alors, Morgane, comment tu as réagi, toi, quand on t'a présenté cette chanson-là en début d'année? Ben, au début, c'était un peu drôle, là. On s'attendait pas à ça, mais après, ben, on l'a apprécié. Là. La prof l'a mis plusieurs fois, mais c'était vraiment le fun. Super. Puis, Amélia, toi, en fait, qu'est-ce que tu aimes le plus de cette chanson-là? Moi, ce que j'aime le plus, c'est que Mme Lady elle a pris le temps de faire ça, puis ça décrit bien notre école, puis on est chanceux d'avoir cette chanson-là. Mais merci. Hey, c'est un beau cadeau, en fait, que finalement, Mme Élodie vous a fait, hein? Oui, oui. Alors, Léa et Savannah, qu'est-ce que vous avez le goût de nous partager? Moi, je trouve que c'est super interactif, puis c'est super intelligent d'avoir fait ça. Wow! Pourquoi tu dis que c'est intelligent? Ben, parce que ça parle de nos valeurs et aussi, ben, c'est une façon d'aimer l'école aussi, puis de vouloir venir à l'école le matin. Donc, c'est ça. Et toi? Ben, c'est comme ça fait changement, c'est une nouvelle musique de cette année. Puis, ben, on n'avait pas encore fait. Puis, grâce à ma mélodie, ben, on a pu en faire une. Puis, ben... Une belle nouveauté de la rentrée. Est-ce que là, vous êtes en train de préparer une danse, là? Ben, ça pourrait être un projet. Ouais. J'adore ça. On pourrait en faire une, mais il faudrait juste qu'on sache comment. C'est ça, hein? Tout monter une chorégraphie là, avec la chanson, ça pourrait être vraiment un beau projet. Là. Ben, j'espère qu'ils vont adorer notre chanson. J'en suis certaine. Belle écoute, tout le monde. Hein? Alors, cette fois, j'ai Léa et Devon. Qu'est-ce que vous avez à nous dire au sujet de cette belle chanson? Ben, que c'est vraiment fun, puis c'est rare qu'une école a une chanson pour eux. Et c'est vraiment cool de dire sa part, de nous avoir fait une chanson. Wow! Extra. Et toi, Devon? Ben, moi, moi, je trouve ça le fun parce qu'elle a pris son propre temps pour avoir fait ça. Puis elle a pris du temps qu'elle aurait pu faire comme d'autres choses en famille, mais elle, à la place, elle a pris le temps de faire une chanson pour son école. C'est une belle marque d'affection hein, pour ses élèves avec qui elle travaille. Alors oui, c'est vraiment un beau mot, ça. Hey, merci beaucoup à vous deux. Et là, je pense pour terminer, là, on a un petit mot pour Mme Élodie. Alec, qu'est-ce que tu voulais dire, toi, à Mme Élodie? Mme Élodie, c'est une très belle personne, très gentille. Elle a pris du temps pour elle, pour juste nous faire une musique pour l'école. Super! Je pense qu'elle va être contente quand elle va entendre ça. Puis moi aussi, c'est un peu comme Alec. Elle a pris beaucoup de temps pour elle se consacrer à faire la musique et non prendre du temps pour faire d'autres choses. Je pense que ça lui a fait vraiment plaisir. Hein? Ouais. Hey, merci à vous deux. De rien. Merci! On peut retrouver cette chanson sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à taper École Explorami. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Merci Marie-André d'avoir été avec nous et je vous dis à la prochaine.